Bienvenue dans le débat. Malaisie, Japon, Corée du Sud, où il doit rencontrer Xi Jinping. Quels sont les enjeux du voyage de Donald Trump en Asie? Le président américain a fait son show dès sa descente d'avion à Kuala Lumpur dimanche, où il a improvisé des pas de danse devant les artistes malaisiens. Trump a participé à une série de rencontres et a annoncé plusieurs accords commerciaux, dont une coopération accrue sur les terres rares avec 4 pays d'Asie du Sud-Est. Au Japon aujourd'hui, la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takeshi a promis un nouvel âge d'or de la relation de son pays avec les États-Unis. Donald Trump s'est adressé aux militaires américains sur le porte-avions George Washington au large de Tokyo. Alors on va revenir sur ce voyage en Asie de Trump. Est-ce une diplomatie du show ou une diplomatie du deal? Comment les pays d'Asie réagissent-ils? Entre Washington et Pékin, doivent-ils choisir? Pourquoi la Corée du Nord est-elle exclue du périple? Et comment se prépare la rencontre Trump-Xi Jinping en Corée du Sud? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Léonie Allard avec nous. Bonsoir. Vous êtes de passage à Paris, chercheuse invitée pour l'Atlantic Council. Vous êtes spécialiste des questions transatlantiques et également politique étrangère américaine. Vous avez d'ailleurs été en Chine également pendant 3 ans. Bienvenue à vous. En face de vous, Jean-Michel Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitiste, docteur et chercheur en études stratégiques, spécialiste des effets géopolitiques et stratégiques de la compétition internationale pour les ressources. Bienvenue aussi. Christian Saint-Etienne est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Économiste universitaire et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Et nous avons Philippe Lecor avec nous ce soir, professeur de géopolitique à l'ESSEC et chercheur au EGA Society Policy Institute. Bienvenue à vous également. Donald Trump a commencé ce voyage en Asie par la Malaisie, où se réunissaient les pays de l'ASEAN pour le 47e sommet de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, Malaisie, Indonésie, Cambodge, Birmanie, Laos, Brunei et Timor oriental. On va écouter Donald Trump, c'était donc dimanche à Kuala Lumpur. Les États-Unis ont l'intention d'être un partenaire et un ami solide pour de nombreuses générations à venir. Il y a 1 an, nous étions dans une position différente, mais aujourd'hui, nous sommes dans la meilleure position qui soit, et je le pense vraiment. Je dirais que c'est l'âge d'or de l'Amérique. L'âge d'or des États-Unis créera une prospérité incroyable pour les nations des 2 côtés de l'océan Pacifique et permettra à tous nos peuples de saisir de nouvelles opportunités. Jean-Michel Valentin, est-ce que ce voyage en Asie est majeur pour Trump ? C'est un voyage majeur, ce sont des enjeux majeurs. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que on se pose des questions sur est-ce que c'est des deals, est-ce que c'est du show, est-ce que c'est pas avant tout de la stratégie surtout, parce qu'il y a une géographie de ce voyage, moi, qui me frappe beaucoup, c'est-à-dire Malaisie, Japon, c'est-à-dire que Corée du Sud bientôt. On est quand même dans ce qui est directement la zone d'influence de la Chine. De nombreux accords autour des fameuses terres rares, ces minéraux qui sont essentiels pour les semi-conducteurs, pour l'intelligence artificielle, qui sont passés, sachant que la Chine et les États-Unis sont dans une compétition acharnée pour la dominance en intelligence artificielle. Et enfin, au Japon, une visite du président sur le porte-avions George Washington, sachant qu'il y a à peine 3 semaines, le président Trump a réuni l'ensemble des généraux de l'armée américaine avec le ministre de la Défense, Peter Hegseth, pour dire, voilà, on passe de la mentalité de soldat à la mentalité de guerrier. Donc on est vraiment dans la rivalité États-Unis-Chine dans cette région du monde. On est dans un moment extrêmement fort, d'autant que, et ça sera certainement à l'agenda de la rencontre avec le président Xi, depuis plusieurs mois, la Chine a bloqué les exportations de certaines terres rares et de certains aimants de terres rares qui sont essentiels pour la fabrication de missiles, sachant que le Pentagone a besoin de reconstituer ses stocks de missiles. Et ça fait partie des négociations avec la Chine. Et donc, ça fait partie des négociations. C'est pour ça que moi, j'insisterai beaucoup sur la dimension stratégique de cette rencontre, au-delà que le président... De l'ensemble du voyage. Voilà, que le président Trump soit un super showman, il n'y a pas de mystère.
mais derrière, il y a vraiment de la stratégie. Léonie Allard, vous êtes d'accord? C'est vrai que c'est un showman. Enfin, on l'a vu danser, on l'a vu aussi arriver en Malaisie en disant qu'il avait réussi à faire la paix entre la Thaïlande et le Cambodge, alors que cet accord était déjà... Enfin, il y avait déjà un accord de cessez-le-feu, d'ailleurs, sous l'égide du président malaisien, qu'il a quand même laissé dire que c'était lui qui était à l'origine de ce cessez-le-feu. Donc, toute cette mise en scène, finalement, pourquoi? Pour contrer la Chine en Malaisie aussi? Ce qui est intéressant avec cette séquence, qui est quand même assez attendue aux États-Unis, et je serais assez d'accord sur l'enjeu de cette visite aujourd'hui dans la zone, c'est donc cette rencontre avec Xi Jinping que Trump avait voulu sécuriser depuis quelques mois, qu'il en parle depuis un moment. Qui termine le voyage, en fait. Voilà, il termine le voyage sur ce deal-là, et il va voir, entre-temps, donc, certains de ses alliés les plus proches, donc, comme le Japon et la Corée du Sud, mais aussi des partenaires importants en Asie du Sud-Est. Et donc, il vient, d'une part, avec un agenda pour ses alliés et partenaires, mais aussi avec un agenda vis-à-vis de la Chine, donc le plus grand compétiteur des États-Unis. Et potentiellement réussir à trouver un deal avec la Chine, ce qui a été un de ses objectifs aussi de campagne. Et en ce qui concerne ce deal en question, donc ça fait un moment qu'on en parle, qu'il aimerait donc rencontrer Xi Jinping. Et finalement, il semblerait que la Chine ait accepté de travailler à cette rencontre. Et donc, graduellement, donc, en permettant aux équipes de travailler ensemble, avec donc, cette première étape avec Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor des États-Unis, et puis vers la négociation d'un deal qui, a priori, devrait au moins donner lieu à un accord cadre pour la relation entre les États-Unis et la Chine, ça, on aura avec quelques gains rapides. La réponse jeudi, avant justement ce deal entre les États-Unis et la Chine, Christian Saint-Etienne. Finalement, qu'est-il ressorti de cette rencontre avec tous ces pays de l'ASEAN? Parce que la Malaisie est au cœur en fait, de cette rivalité aussi entre la Chine et les États-Unis. Il y a eu aussi des accords, donc des deals de passer avec Trump sur les terres rares, sur les minerais avec ces pays de l'Asie du Sud-Est. Oui, c'est un des éléments clés du voyage. Mais il faut bien voir la position géostratégique de l'ASEAN. Les Américains, depuis une dizaine d'années, demandent à l'ASEAN de choisir leur camp, soit d'être du côté chinois, soit d'être du côté américain. Ils leur demandent de choisir leur camp. Oui, bien sûr. Et simplement, l'ASEAN refuse, pour des raisons évidentes. J'étais à Singapour il y a peu de temps. Les Asiatiques, membres de l'ASEAN, disent simplement « Mais regardez, la Chine, elle est là, elle est colossale. Elle a aujourd'hui une puissance militaire économique équivalente à celle des États-Unis. » Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de l'ASEAN. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est au moins 2 fois plus importante pour l'ASEAN que les États-Unis. Donc, les pays de l'ASEAN, comme le Japon d'ailleurs, ou comme la Corée du Sud, sont effrayés par la politique de Xi Jinping, mais en même temps, sur le plan commercial et économique, ils ne peuvent pas se couper de la Chine. Donc les Américains essayent d'éviter que l'ASEAN aille trop près de la Chine. Avec ces échanges sur les terres rares, c'est un des moyens de garder des liens forts avec l'ASEAN. Et on aura aussi un renforcement des liens avec le Japon, mais in fine, ce qui domine et ce qui va être clé pour les années qui viennent, c'est la compétition pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. Et là, ça ne va pas s'arrêter. Oui, les terres rares sont au cœur. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le contrôle du Pacifique. Les Chinois ne supportent plus d'être bloqués dans leur sortie de la Chine par l'ensemble des îles qui bloquent la mer de Chine du Nord et qui font qu'ils peuvent difficilement sortir sans échapper au contrôle des États-Unis. Donc le conflit va continuer de monter. La Chine, depuis une dizaine d'années, ajoute à sa marine de guerre tous les 3 ans autant de navires de guerre que la totalité de la flotte de guerre française. Donc c'est un conflit qui est en place depuis une quinzaine d'années et qui va s'accentuer dans les 20 années qui viennent. Ça ne va pas s'améliorer. Philippe Lecor, comment réagissent justement tous ces pays d'Asie? Donc on voit qu'ils participent à ce show, qu'ils font tous une opération séduction à l'égard de Trump. Et au final, sont-ils gagnants
ou pas? Est-ce qu'avec les volte-face de Donald Trump, est-ce que ça ne leur donne pas envie finalement de se rapprocher plutôt de la Chine? Et comme le disait Étienne, il y a effectivement une présence importante de la Chine sur le plan commercial, avec la Chine qui est le premier partenaire commercial de l'ASEAN. Et d'autre part, les pays d'Asie du Sud-Est sont dans une situation où ils ne peuvent pas non plus fermer la porte aux États-Unis, puisque, avec la Malaisie, la Malaisie, finalement, va bénéficier d'une aide américaine en faisant un accord commercial qui lui permet finalement d'avoir des avantages sur le plan commercial. Elle va mettre en place également un régime de filtrage des investissements étrangers, ce qui, au final, pourrait servir aux États-Unis. Donc, je pense que ça dépend évidemment des pays. Le Japon et la Corée du Sud, bien entendu, sont des pays qui ont besoin de l'Amérique. Il y a des troupes américaines qui y sont stationnées et ça ne va pas s'arrêter. Donc là, pour le coup, ce qui inquiète ces pays-là, c'est plutôt, je dirais, l'incertitude de cette administration américaine qui finalement fonctionne un petit peu par à-coups. Et vous vous souvenez qu'il y avait eu des tarifs douaniers qui avaient été imposés à tous ces pays il y a quelques mois, et ça avait créé un choc, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, y compris au Japon et à la Corée. Donc c'est vrai que ces pays d'Asie n'ont pas l'habitude d'une Amérique aussi revancharde et punitive. Et donc ce voyage est là un petit peu pour montrer que l'Amérique est toujours présente et qu'on peut compter sur elle. Et sur les droits de douane, Christian Saint-Etienne, justement, à l'égard du Cambodge, de la Thaïlande et de la Malaisie, ils sont maintenant de 19%, alors qu'au départ, ils devaient être beaucoup plus importants, de l'ordre de 40 à 45%. Donc, ils ont obtenu ça, même si c'est peut-être encore trop, 19%, ils ont obtenu ça de l'Amérique. Alors, vous avez raison, mais il faut bien voir la structure du pouvoir aux États-Unis. En France, qu'on le veuille ou non, l'État décide de tout, directement ou indirectement. Il place même ses hauts fonctionnaires à la tête des grandes entreprises. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Aux États-Unis, vous avez le politique qui prend des décisions, mais vous avez le big business qui prend des décisions, et vous avez également tout le bloc défense, industrie de défense et les commissions de la Chambre des représentants et du Sénat qui, ensemble, constituent un bloc de surveillance de l'économie américaine. La base de défense des États-Unis comprend à peu près 40% de l'économie américaine. Or, ces centres de pouvoir, le business et le bloc défense, ne sont pas du tout contents de la politique de Trump. Pourquoi ? Parce que cette politique antagonise les Européens, qui sont aussi avec des droits de douane de 15%. Et on ne l'évoque pas ici, mais il y a un pays qui est furieux, avec des conséquences stratégiques à terme colossales, c'est l'Inde, où Trump a mis des droits de douane de 50%, en pensant que les Indiens allaient se mettre à genoux et demander pardon parce qu'ils importaient du pétrole russe. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc, on voit qu'en fait, Trump baisse les droits de douane, mais c'est aussi pour des raisons de politique intérieure, parce que et le big business et le bloc défense ne veulent pas perdre leurs alliés en Asie face à la Chine. Et puis peut-être pour son électorat aussi, donc les agriculteurs qui produisent du soja, et puis aussi il a promis de revitaliser l'industrie américaine avec justement ses droits de douane. Donc là aussi, il doit tenir ses promesses, Donald Trump. Oui, mais en fait, vous évoquez la question de l'agriculture américaine et notamment des exportations de soja vers la Chine. Et c'est une problématique qui remonte à 2018 avec le lancement de la première phase de la guerre commerciale par le président Trump par rapport à la Chine. Et en fait, le calcul américain qui avait été fait à ce moment-là, c'était de se dire, bon, on taxe les Chinois et les Chinois ont besoin de notre soja, ils n'oseront jamais mettre des tarifs sur le soja. En fait, Pékin a tout assumé et le premier pays exportateur de soja en Chine, c'est devenu le Brésil. Et en fait, moi, ce qui me frappe beaucoup... Donc les Chinois ne se laissent pas... les Chinois ne se sont pas du tout laissés faire. En plus, ça a boosté ce qu'on appelle le bloc des BRICS, donc Brésil,
Inde, Chine, Russie et maintenant BRICS+. Et moi, ce qui me frappe beaucoup avec l'offensive tarifaire américaine depuis quelques mois, c'est 50% sur le Brésil, des tarifs extrêmement importants sur la Chine, évidemment les sanctions à l'égard de la Russie. On a vraiment l'impression d'une offensive géoéconomique très forte contre les BRICS. Mais voilà, il y a aussi des interdépendances, comme l'évoquait très bien Christian Saint-Etienne. Et ces interdépendances, elles ont des effets qui sont durs sur l'économie américaine et donc sur le consommateur américain. Et donc, on en revient à cette diplomatie du deal. Il y a un moment donné, il fait son show, mais il faut signer des deals. Léonie Allard, ce qu'il a fait donc tout de même pendant l'ensemble de ce périple. Et on va revenir sur le Japon, mais déjà en Asie du Sud-Est. Oui, alors ce qui est intéressant dans la notion de deal, parce que je vois que l'émission s'appelle la diplomatie du deal, mais en fait... Point d'interrogation. Point d'interrogation, ouais. Mais le deal est antithétique en fait à la notion de diplomatie. C'est-à-dire qu'en diplomatie, on cherche à avoir un consensus entre deux parties, même si chacun cherche son intérêt premier. Et dans le deal, qui est vraiment l'identité de Donald Trump, sur laquelle il a été élu notamment, on cherche presque l'extorsion. On s'en fiche finalement si la personne en face a vraiment trouvé quelque part un peu d'intérêt. Mais peut-être ça permet de rebondir sur ce que vous disiez, notamment les différents intérêts qui sont en jeu aujourd'hui dans l'administration Trump pour la constitution d'un deal, pour la constitution d'une nouvelle politique étrangère, une nouvelle manière aussi de faire la politique étrangère. Et on voit quand même une certaine continuité sur donc, cette volonté de faire des deals, mais aussi l'objectif qui demeure avec Trump 1, c'est vraiment celui de réduire le déficit commercial avec la Chine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui continue d'être très important, d'autant que maintenant la montagne est plus grande, c'est-à-dire que le déficit s'est agrandi. Mais d'un autre côté, on a une administration qui, aujourd'hui, bien sûr, doit faire face à énormément d'intérêts divergents, comme toujours dans le système américain, mais qui a quand même aujourd'hui une vision beaucoup plus isolationniste, ou en tout cas un camp isolationniste qui est beaucoup plus fort dans l'administration, au sein de l'administration, pas que à la Maison-Blanche, et du coup qui remet en question la vision globale des États-Unis et donc la compétition avec la Chine, qui est la seule puissance finalement à vraiment faire un défi à la puissance globale des États-Unis. Donc c'est contradictoire. Donc voilà, donc ces deux agendas paraissent à premier abord assez contradictoires, mais avec toujours quand même cette continuité sur la notion de rivalité, de réduire le déficit. Mais je pense qu'à l'égard de la Chine. Juste pour finir, je pense que la contradiction se résout dans la mesure où ces isolationnistes, ces personnes qui cherchent une évolution du rôle des États-Unis dans le monde, qui a été un des sujets sur lesquels Donald Trump a été élu, qui est donc la réduction de l'empreinte américaine à l'étranger, c'est de dire le monde aujourd'hui va être multipolaire par sphère d'influence. Et là, on peut revenir à la notion évidemment de deal. Peut-être que dans un monde multipolaire, dans un monde où les États-Unis voient les puissances dans le cadre de sphère d'influence, on peut faire des deals. Voilà. On peut faire des deals et laisser la Chine gérer son influence, sa sphère d'influence, la Russie, sa sphère d'influence, et les États-Unis, bien sûr, chasse gardée avec l'Amérique latine. On le voit avec ces bateaux militaires qui frappent directement les bateaux vénézuéliens. On va y revenir, mais on va regarder en image justement la visite de Trump, parce qu'il était au Japon aujourd'hui. Est-ce que c'est un test? Est-ce que c'était un test pour la première ministre japonaise qui vient d'arriver, elle, au pouvoir, Sanae Takeshi, qui a offert, elle, des clubs de golf qui appartenaient à l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a été assassiné en 2022 et qui était proche de Trump, à Trump. Elle joue donc la carte Abe. On va voir ça en image avec Nicolas Chamontin. Complicité totale entre Donald Trump et Sanae Takaichi. À Tokyo, le président américain et la nouvelle première ministre échangent les sourires et les formules chaleureuses. Nous ferons tout notre possible pour aider le Japon. Nous sommes un allié au plus haut niveau. C'est un grand honneur d'être à vos côtés. Grâce à ces efforts et avec votre aide, Monsieur le Président, je souhaite ouvrir un nouvel âge d'or pour l'alliance nippo-américaine, où le Japon et les États-Unis deviendront plus forts et plus prospères. Une période dorée qui passe notamment par l'économie. Juste après leur entretien, les deux dirigeants signent un accord pour sécuriser leurs approvisionnements en terres rares. Une réponse à l'annonce récente par la Chine de contrôle sur l'exportation de ces matières, dont elle assure plus de 60% de l'extraction au niveau mondial.
Sur le plan militaire, Sanae Takaichi avait pris soin de ménager son allié américain, garant de la sécurité de l'archipel. Dès vendredi, elle avait annoncé que Tokyo porterait son budget de défense à 2% de son PIB, et ce, avec 2 ans d'avance. Une volonté réaffirmée devant Trump sur le porte-avions USS George Washington, amarré au large de la capitale japonaise. Laissez-moi réitérer mon inébranlable détermination. Le Japon s'engage à renforcer fondamentalement ses capacités de défense et est prêt à contribuer de façon encore plus active à la paix et à la stabilité de la région. Donald Trump a également rencontré des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord pendant la guerre froide, un dossier qui empoisonne les relations entre Tokyo et Pyongyang depuis des décennies. Mercredi, Donald Trump achèvera sa tournée asiatique en Corée du Sud. Lors d'une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping prévue le jour suivant, il devrait conclure une trêve dans la guerre commerciale qu'il a lancée contre Pékin. Philippe Lecor, on disait, le Japon, c'est l'allié historique des États-Unis, mais finalement, est-ce que c'est un bon deal, celui qu'il a passé avec la première ministre japonaise, puisqu'il demande finalement au Japon d'augmenter ses dépenses militaires, ce qu'elle fait. Il demande au Japon 550 milliards de dollars qui doivent être investis aux États-Unis, contre finalement des droits de douane qui restent aux alentours de 15%. Pour un allié... Oui, vous savez, on est tous au même régime. Si vous prenez le Canada, l'Union européenne, 15%, le Canada, on ne sait pas, le Royaume-Uni, 10%. Donc, si vous voulez, non, le Japon, on revient de loin avec un ministère de la Défense qui est finalement assez récent, qui a été créé il y a une quinzaine d'années. Avant, c'était une agence de défense. 2% de son budget pour la défense, c'est beaucoup. Et c'est surtout dans un contexte où finalement la région est beaucoup plus explosive qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'il y a le détroit de Taïwan, dont on parlera sûrement, et il y a la mer de Chine du Sud, qui est proche de la Malaisie et d'un certain nombre de pays que Donald Trump a visités. Donc je pense que le Japon a absolument besoin des États-Unis pour sa défense, et que les États-Unis ont absolument besoin du Japon en cas de crise taïwanaise, parce que c'est une puissance économique considérable et une puissance stratégique et un voisin de Taïwan, des Philippines, où il y a également des bases américaines. Donc, je crois vraiment que c'était indispensable. Alors, il paraît qu'à un moment, Donald Trump avait envisagé de ne pas aller au Japon, mais je pense que la rencontre avec l'empereur a fait la différence. Et quand même, le fait que Mme Takahashi soit effectivement un peu la successeur de Shinzo Abe, qui était le Premier ministre qui a la plus grande longévité du Japon et qui était très proche de Donald Trump. Donc je crois qu'elle a bien su, disons, aborder les choses, sachant qu'elle est en poste depuis quelques jours. Alors justement, 60 000 soldats américains au Japon. Jean-Michel Valentin, on a vu cette séquence où Donald Trump va rendre visite aux soldats américains donc sur le porte-avions George Washington. C'est au large de Tokyo. On va voir encore ces images. Là aussi, il fait son show. C'était quand même symbolique pour montrer cette présence américaine justement au Japon. Oui, au Japon, et comme l'évoquait Philippe Lecor... Là, il danse à nouveau devant les soldats. Oui, il fait le show, mais moi, j'aimerais insister sur le fait que, effectivement, le président Trump, il a ce côté showman, certes, mais c'est très, très sérieux. C'est un show extraordinairement sérieux. Philippe Lecor insistait il y a un instant sur la dimension militaire du voyage au Japon. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on parle beaucoup d'affaires militaires au Japon, qu'en 2024, en juillet 2024, pour le sommet des 75 ans de l'OTAN à Washington, l'invité vedette de ce sommet, c'était le Premier ministre japonais de l'époque. Et effectivement, le Japon, c'est un peu un porte-avions américain face à la Chine. De même que pour la Chine, le Japon est un porte-avions américain. De plus, le Japon a sa propre autonomie, ce qui est tout à fait... Il n'est pas autonome d'un point de vue sécuritaire. Il n'est pas autonome d'un point de vue sécuritaire, mais enfin, comme c'était évoqué à l'instant, passer à 2% du budget pour la défense, c'est colossal. Ça annonce une reconstruction de l'appareil militaire japonais à marche forcée. Comme c'est le cas dans toute la zone de mer de Chine. Contre la Chine ?
En tout cas, c'est défensif, mais c'est par rapport à la Chine. De même que la Chine, comme la Corée du Nord aussi. Et de la Corée du Nord, et comme vous l'évoquiez à l'instant, Christian Saint-Étienne, les Chinois sortent un nouveau porte-avions tous les 2 ans et un nouveau sous-marin tous les 4 mois et demi. Donc, il y a vraiment une course aux armements et une montée des tensions stratégiques dans la zone. Et ce déplacement du président Trump vient officialiser cette montée des tensions. Vous êtes d'accord, Léonie Allard? Alors, il y a ce quad, cette coopération entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, qui est une coopération de sécurité. Et là, c'est vraiment pour contrer la Chine, puisqu'ils mènent des exercices militaires conjoints. Donc, on est dans une position défensive à l'égard d'une puissance chinoise qui s'impose. Tout à fait. Mais ce qui est important à voir quand même dans cette dynamique avec les alliés et partenaires des États-Unis, c'est que donc aujourd'hui à Washington, dans cette administration qui reste assez factionnelle, assez divisée, c'est quand même les isolationnistes, les restrainers comme ils s'appellent, les réalistes aussi de leur affiliation, qui disent bon, il faut que les États-Unis soient moins engagés pour payer la sécurité des autres, les frontières des autres, comme l'a dit Donald Trump. Nous ne sommes pas une compagnie d'assurance, ou alors il faut qu'on ait un retour sur investissement. Et donc une volonté de déplacer le fardeau finalement de la défense de ces pays-là vers donc le Japon, vers l'Europe, on le voit aussi, vers la Corée du Sud. Et en contrepartie, chercher l'intérêt américain. Et on le voit par exemple vous avez mentionné la marine chinoise. Les États-Unis sont tout à fait conscients qu'ils ont un problème de construction de navires, qu'ils soient commerciaux ou militaires. Et une grande partie de l'accord qui va être potentiellement discuté avec la Corée du Sud, c'est le shipbuilding, c'est la construction de navires, pour laquelle la Corée du Sud est un des leaders mondiaux. Donc il y a une volonté, d'une part, de reconfigurer un peu les relations avec les alliés et partenaires, mais quand même de chercher un intérêt pour les États-Unis sur l'agenda électoral d'industrialisation, de protection du territoire américain. Et c'est là aussi où la Corée du Nord entre en jeu, puisque la Corée du Nord peut atteindre le territoire américain et la Chine aussi. Donc, Christian Saint-Étienne, des accords de défense avec ces différents pays. Le Japon, il y a le Quad, qui est, comme je le disais, une coopération États-Unis, Inde, Japon et Australie, mais pas de OTAN asiatique, parce qu'il en était question à un moment donné. Et finalement, cette idée de faire une sorte d'organisation sur, justement, calquer l'OTAN, mais en Asie, ça s'est terminé. On n'est plus dans un schéma. Oui, ce qui s'est passé sous Biden, on était très proche de mettre en place cette OTAN. Asiatique. Mais quand Trump arrive, il a une vision du 19e siècle des relations internationales. On avait eu déjà une première approche de cette vision quand il a essayé de traiter le dossier de l'Iran lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2017. On avait négocié un accord avec l'Iran, ça avait pris une dizaine d'années. Il arrive, il le déchire. Le traité sur le nucléaire. Voilà. Et il dit, moi, je vais faire beaucoup mieux. Et vous allez voir, il utilisait ces gestes comme ça, je vais prendre le peuple iranien et je vais les mettre à genoux et je vais leur imposer un accord. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'un peuple comme le peuple iranien, c'est 3000 ans d'histoire. Ils ne se mettent pas à genoux parce que M. Trump est président des États-Unis. Il recommence avec l'Inde. Il dit, je vais leur coller 50% de droits de douane parce qu'ils achètent du pétrole de Russie. Ils vont se mettre à genoux. L'Inde, c'est 1400 millions d'habitants, 3000 ans d'histoire aussi. Ils ne vont pas se coucher. Donc, il faut bien avoir à l'esprit la psychologie de Trump. Il se présente comme un grand président, un stratège. C'est pas du tout Steve Jobs. C'est un entrepreneur de casino. C'est très important parce que ce qu'il a fait toute sa vie, c'est obtenir des licences pour ouvrir des casinos et construire des immeubles. Or, ces licences, elles se négocient au niveau régional, au niveau des communes. Et c'est bien toujours ce qui domine sa vision des relations internationales, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il est dans une vision de somme nulle.
dans les négociations. C'est-à-dire, c'est moi qui ai la licence pour les casinos ou c'est pas moi. Donc, si c'est moi qui gagne, tu perds. C'est comme ça qu'il est formaté. Donc, quand il négocie avec les autres pays, il veut toujours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il veut gagner, mais y compris en écrasant l'autre. Sauf que si vous voulez faire des relations confiantes sur le moyen terme, vous ne pouvez pas écraser l'autre, vous ne pouvez pas écraser la Chine, vous ne pouvez pas écraser l'Iran, ça n'existe pas, vous ne pouvez pas écraser l'Allemagne, vous ne pouvez pas écraser le Japon. Donc il y a un moment, si vous voulez, il va falloir qu'ils grandissent mentalement et qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas écraser les grands peuples, simplement parce que l'Amérique est là. Et le dernier point, ce qui me semble très très dangereux à moyen long terme, les États-Unis, c'est 23% du PIB mondial. Mais les exportations des États-Unis, c'est 10% du PIB mondial et les importations, 13%. Mettons 11,5 de moyenne, ça fait la moitié du PIB américain. Là, il met des barrières tout autour des États-Unis. Il appelle ça Liberation Day, ok ? Si ce n'est que s'il fait 11,5 du commerce mondial, il y a 88,5 qui se fait en dehors de lui. En fait, ce qu'il est en train de provoquer, c'est une accélération des échanges à l'intérieur de l'Asie, entre l'Asie et l'Afrique, et les États-Unis vont se rétracter dans le commerce mondial. Et ça va poser un problème assez rapidement pour la puissance américaine. Pourquoi, Philippe Lecor, la Corée du Nord est-elle exclue du périple ? Écoutez, je pense qu'il y avait déjà suffisamment à faire dans ce voyage, et en particulier le gros morceau que nous n'avons fait qu'effleurer, qui est la rencontre avec le président chinois. Je crois que la Corée du Nord est un pays un peu au banc des nations, mais qui est effectivement une menace pour la Corée du Sud, et on l'a vu avec le lancement d'un missile. Oui, c'est une menace nucléaire. C'est une menace nucléaire. Mais la rencontre, si vous voulez, de Donald Trump avec le dictateur nord-coréen, les trois rencontres, devrais-je dire, lors de son premier mandat de 2017 à 2021, n'ont absolument rien donné. Et je pense que, de l'avis d'experts, ce genre de rencontres mal préparées et médiatisées au sommet ne produit pas d'effet. Je pense aussi que du côté de la Corée du Sud, le nouveau président, parce que là aussi il y a un nouveau président, vous savez que tous ces pays, à part la Chine qui a l'air de vouloir garder Xi Jinping encore assez longtemps, la Corée et le Japon ont des nouveaux dirigeants, et le nouveau président coréen, je pense, n'a pas du tout pour l'instant l'intention de se lancer dans une discussion avec Kim Jong-un. Donc, je crois que pour l'instant, si vous voulez, le gros du voyage, c'est le dialogue avec Xi Jinping, qui ne sera pas définitif, qui sera sans doute une façon de préparer un voyage du président Trump en Chine l'année prochaine. Et je pense que côté chinois, on attend beaucoup de choses de la part des États-Unis, notamment sur la levée des restrictions des exportations technologiques, la fin du soutien américain à Taïwan, et puis aussi, d'une certaine manière, une sorte un peu la fin du China bashing, si vous voulez, dans l'administration Trump. Et là, on voit une certaine permutation. Je pense que Trump ne traite pas la Chine comme les autres pays, ne méprise pas la nation chinoise et cherche justement à montrer qu'il sera l'homme qui va être capable de faire un accord qui va inclure notamment la levée des sanctions contre le soja et un accord sur TikTok. Enfin, toutes ces choses sont en cours. Donc, il y a quand même, ça avance beaucoup. Et face à lui, il a un Xi Jinping triomphant qui vient d'être triomphé lors du plénum du Parti communiste chinois. Et donc, je pense qu'il va trouver à qui parler. Donald Trump, donc, il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Ça sera jeudi. Il va en Corée du Sud demain et la rencontre a lieu jeudi. Il l'a évoqué, cette rencontre, Trump, juste avant de partir pour la Malaisie. On l'écoute. Beaucoup de choses à discuter, notamment le sujet de nos agriculteurs. Comme vous le savez, j'ai de très bonnes relations avec le président Xi. Nous allons nous rencontrer et ce sera une bonne rencontre. Je suis presque sûr que ce sera une excellente rencontre, peut-être même une rencontre formidable. Je pense que nous allons conclure de bonnes affaires. L'un des sujets dont nous discuterons est la situation entre la Russie et l'Ukraine, où 7000 personnes sont tuées chaque semaine. Des soldats, principalement eux. Et nous en parlerons certainement.
Lui aussi aimerait que ça cesse. Voilà, il parle de l'Ukraine, il parle de l'accord commercial. Il y a eu des fuites sur ce futur accord avec la Chine. Jean-Michel Valentin disant que effectivement, la Chine pourrait acheter du soja américain et baisser les restrictions sur les terres rares. Donc ça se jouerait autour de ces licences, parce que si je comprends bien, les Chinois aujourd'hui exercent un véritable protectionnisme autour de ces terres rares, donc voir comment les Américains peuvent obtenir une sorte d'assouplissement. Et puis aussi, il y a le fentanyl, ça aussi, ça fait partie de ces négociations. Que peut-on attendre ? Si on prend les choses dans l'ordre, effectivement, il y a beaucoup de très gros enjeux. D'abord, effectivement, la réouverture du marché chinois au soja américain. Bon. Là-dessus, ils ont bien joué, les Chinois. Les Chinois, ils touchent directement à l'électorat de Trump. Oui, non, mais ça remonte à 2018. C'est-à-dire que les Chinois ont dit aux Américains, vous croyez nous faire mal, on va vous faire mal. Et ça leur a permis de faire monter le Brésil, qui fait partie du bloc des BRICS, qui est quand même copiloté par la Chine et la Russie. Donc il y a vraiment une tectonique des plaques géopolitiques qui est en cours. Et les Américains ne sont pas à la fête, ça il faut vraiment se le dire. Par ailleurs, du point de vue chinois, le président Xi, il va aborder la rencontre avec Donald Trump, alors qu'il y a à peine 3 jours, a été présenté le nouveau plan quinquennal chinois, avec trois grands axes. Le renforcement de l'autonomie technologique, donc avoir moins besoin des technologies américaines, ce qui affaiblit la position américaine, développer le marché intérieur chinois, donc avoir encore moins besoin d'importation de produits américains, et le développement de la défense et de la sécurité. Donc, en fait, ce plan quinquennal qui a été annoncé il y a 3 jours, il permet aussi, comme le disait Philippe Lecor, au président Xi d'arriver en force, tandis que le président Trump et son entourage, parce qu'il n'est pas tout seul, ne sont pas à la fête. Ils ne sont pas à la fête alors qu'ils présentent leur politique à l'égard de la Chine comme une politique d'endiguement. Et ça fait un petit moment. Donc, ils ont commencé, eux aussi, à mettre en place, et ça dotait de Trump 1, des mesures protectionnistes contre la Chine, en l'occurrence sur tout ce qui est technologie. Et au final, aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt Xi Jinping qui arrive en force jeudi face à Trump. Vous êtes d'accord ? Alors, moi, j'étais à Pékin sous l'administration Trump 1 et j'ai pu observer donc, ces mesures qui, à l'époque, étaient vraiment nouvelles contre la Chine par le biais de tarifs et de contrôle export qui ont été repris aussi par les administrations suivantes. Ce qui me frappe, c'est que la Chine, aujourd'hui, arrive beaucoup plus préparée face à Trump. Sans parler effectivement du déficit mondial qui s'est agrandi de la Chine face au monde. Et vraiment, la Chine, aujourd'hui, a beaucoup plus de leviers de négociation qu'à l'époque où elle n'était pas organisée pour avoir des entreprises qui étaient beaucoup plus perméables, qui étaient à l'époque imperméables et qui étaient beaucoup plus perméables aux technologies américaines. Et vraiment, le leitmotiv pour moi qui est sorti sont beaucoup plus forts aujourd'hui qu'à l'époque. C'est vraiment l'idée d'autosuffisance. C'est le mot qu'on entend, qu'on a entendu pendant tout le plénum pour dire on veut vraiment être indépendant, être capable de mener une politique étrangère aussi indépendante des États-Unis. Et c'est assez frappant de voir effectivement la différence avec l'administration. Christian Saint-Etienne, parce que, donc intéressant, Trump, il veut un deal avec les Chinois, alors que cette politique d'endiguement, c'était justement de dire, de côté américain, on n'a pas besoin de vous. Et puis on met le paquet pour justement vous encercler. C'était ça, l'endiguement. Et là, on voit qu'ils discutent soja contre fentanyl, contre terres rares. Alors, je pense qu'il y a 2 horizons. Il y a l'horizon à court terme, il n'y a pas de substitut aux terres rares chinoises. Mais les Chinois, ils doivent faire attention. Parce qu'aujourd'hui, les Américains... Parce que des terres rares, il y en a partout sur la planète. Simplement, on avait délégué... C'est eux qui contrôlent tout, là, pour l'instant. Non, mais on avait délégué le traitement des terres rares. Parce que transformer les terres rares en produits qui permettent de faire des aimants, c'est très polluant et ça exige des capitaux. On avait délégué cette production à la Chine. Mais parce qu'on n'imaginait pas qu'elle s'en servirait de levier de puissance. Donc, ce qui se passe, c'est que à moyen terme, les États-Unis sont en train de développer les sources alternatives de terres rares,
que ce soit en Inde, que ce soit sur le territoire de l'ASEAN, mais sur leur propre territoire. Nous, Européens, nous avons lancé aussi une revue de nos sous-sols pour voir si on peut tirer d'autres ressources. Et donc, à 7 ans, les Chinois ne pourront plus jouer comme ça des terres rares. A contrario, sur le soja, c'est un élément clé de la prospérité des Américains. On parle de 10 millions de tonnes d'exportation vers la Chine. C'est un élément de la richesse des paysans américains. Or, on le sait, on l'a vu à plusieurs reprises entre Hillary Clinton et Trump au premier mandat et lors de la dernière élection présidentielle. Il y a 4 États qui jouent un rôle clé dans les élections américaines, dans lesquels les agriculteurs jouent un rôle clé, et notamment la production de soja. Donc en fait, Trump prépare en réalité les élections de mi-mandat et sa réélection potentielle, dans le même temps où il mène un combat à long terme. Les Chinois, d'un côté, veulent s'isoler de leur dépendance des États-Unis et les États-Unis, de la même façon, de la Chine. Donc il y a vraiment distingué le court terme et le long terme. 30 secondes, Philippe Lecor, pour juste évoquer Taïwan. Les Chinois voudraient aussi que les États-Unis laissent, qu'ils n'interviennent pas si jamais eux venaient à intervenir à Taïwan. Ça fait partie aussi des négociations. Donc là, il y a effectivement un risque parce qu'on sait que Trump est capable de changer d'avis. Il avait pris au téléphone la présidente de Taïwan précédente lors de son premier mandat, ça avait été une bévue. Depuis, il va plutôt dans le sens de Pékin en ce qui concerne Taïwan, mais évidemment, c'est un enjeu considérable pour la région. On a parlé du Japon, on a parlé de la Malaisie, on a parlé de la Corée qui elle-même fait face à la Corée du Nord. Donc, bon, il y a vraiment un enjeu important sur la façon dont Trump va aborder la question taïwanaise. Et du côté Pékin, on veut justement que les États-Unis restent en dehors de cette question qui est considérée depuis le début de la République populaire de Chine comme une question de politique interne. Voilà, donc jeudi, cette rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Jean-Michel Valentin, Léonie Allard, merci. Christian Saint-Etienne, merci. Philippe Lecor, merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux.